Voilà, bonjour à tous. Les petits conseils habituels. Donc, vous pouvez poser une question en cliquant sur la petite bulle et vous arrivez dans la zone QR, questions-réponses, et c'est là que vos questions sont les bienvenues. Et également, à la fin, vous pouvez demander l'attestation. Nous savons qu'à peu près 40% des gens qui suivent nos webinaires demandent leur attestation. Il suffit d'inscrire atteste et ça suffit, nous avons vos coordonnées. Alors, nous sommes aujourd'hui avec un intervenant dont je dirais le pédigré détonne un peu avec la moyenne des intervenants au Forum financier, parce que Dominique de Monté est effectivement docteur en génétique de l'Université de Namur. Et après un début de carrière dans la recherche, il a glissé vers le management. Et il a ainsi dirigé Bioparc Charleroi, un campus de l'ULB qui supporte 3 instituts de recherche, des entreprises, un centre de formation et encore un incubateur. Il a toujours été très impliqué dans le développement régional. C'est ainsi qu'il a été vice-président du pôle de compétitivité BioWin, président du SPOW, qui est l'Association des parcs scientifiques wallons, est également président du comité de développement stratégique de Charleroi Métropole. Et enfin, il y a 2 ans maintenant, il a pris la direction générale d'Agoria Wallonie. Le sujet d'aujourd'hui est un petit peu différent des précédents. On s'éloigne un petit peu des aspects macroéconomiques. On s'oriente vers notre région, la Wallonie, et son avenir. Voilà, j'arrête le partage. Et je cède la parole à Dominique de Monté. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors bon, j'ai entendu que j'étais un profil un peu différent de la moyenne. Je vais essayer de ne pas vous décevoir et d'essayer que ce parcours qui, c'est vrai, on doit le reconnaître, est un peu atypique, soit utile et qui puisse alimenter vos réflexions. Alors, on va partager mon écran. Hops. Donc, je dois reprendre le rôle. Vous m'avez transmis le... On sait qu'il y a un petit lag time entre le moment où on le fait et le moment où je peux prendre les commandes. Voilà, vous êtes animateur. Voilà. Et donc maintenant, si je vais dans partager, application, PowerPoint. Parfait. Je me mets en mode diaporama. Et si vous me confirmez que ça fonctionne, je peux alors commencer. Tout à fait. Voilà, donc la question que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est finalement quelle place faut-il donner à l'industrie en Wallonie? Alors je ne vais pas m'auto-spoiler, si vous me permettez le néologisme, mais ceux qui me connaissent connaissent déjà la réponse à cette question. Alors, pourquoi se poser cette question? Hop, ça va, vous voyez toujours mon écran? Ouais. On vous voit, mais on ne voit plus le PowerPoint. Ah ok, tiens, je ne sais pas ce que j'ai fait alors. On va y retourner. Affichage, fenêtre. Oups. Voilà, ça fonctionne là? Oui, parfait. Ok, parfait. Pourquoi se poser ces questions? On sait qu'on est pour le moment, évidemment, avec toute une série de plans de relance, que ce soit au niveau européen, le Green Deal, que ce soit au niveau wallon avec le plan Gallup Wallonia, que ce soit également au niveau wallon dans le cadre de la mise à jour de la stratégie de spécialisation intelligente, ce qu'on appelle la fameuse S3, ou que ce soit aussi dans le cadre de la préparation des prochaines programmations FEDER 2021-2027. Et donc, dans le cadre de tous ces exercices, on va devoir finalement concilier 2 exercices en termes de temporalité. Un, comment est-ce qu'on gère l'incendie ou les incendies qui ont été provoqués par le Covid. Puisqu'on voit évidemment que dans le cadre d'un plan comme Gallup Wallonia, on va devoir s'occuper des entreprises, des citoyens qui ont souffert dans le cadre de cette crise qui, évidemment, comme vous le savez, n'est pas encore terminée. Par contre, et comme le disait très bien Olivier de Wassège, il ne faut pas que ce plan Gallup Wallonia soit uniquement le sparadrap du Covid, donc je reprends son expression, parce qu'alors on raterait évidemment une opportunité très importante
pour la région d'aller vers une réindustrialisation et un redéploiement, puisque je vous rappelle, mais vous faites partie du Forum financier, donc vous avez ça aussi bien, si pas mieux que moi, que la situation économique de la Wallonie n'était pas brillante avant le Covid et qu'évidemment la crise n'a rien arrangé. Et donc évidemment, dans le cadre de ce plan gallo-wallonien, il va falloir articuler, orienter les moyens de manière intelligente à répondre à ces deux exigences, le court terme et éviter les incendies, couper les incendies, et le long terme, c'est-à-dire construire notre futur. Alors on sait d'emblée que ce plan, il va devoir intégrer différentes composantes, et c'est le schéma qu'on retrouve en bas à gauche et qui colle d'ailleurs tout à fait avec la déclaration de politique régionale du gouvernement wallon, et je dirais d'ailleurs qui colle de toute façon aussi avec les priorités de l'Europe et même avec la réalité et les préoccupations des entreprises. C'est comment est-ce qu'on arrive finalement à introduire une durabilité, mais une durabilité qui regroupe à la fois les plans économiques. Comment est-ce qu'une entreprise est durable? Comment est-ce qu'elle subsiste dans le temps? Comment est-ce qu'elle se développe? Les enjeux écologiques qui sont de plus en plus présents aussi au sein des entreprises et aussi de plus en plus présents dans les employés. Je raconte toujours l'exemple d'une belle entreprise wallonne qui m'a dit « j'ai perdu 3 ingénieurs parce qu'ils ont estimé qu'on n'avait pas une politique suffisamment tournée vers les enjeux écologiques et sociétaux ». Et troisième volet, c'est le volet évidemment social. Et on voit qu'aujourd'hui, un plan de relance comme gallo-wallonien ne peut que se construire en intégrant ces 3 composantes. Alors, ceci étant dit, on sait évidemment, et la crise Covid a induit pas mal de questions par rapport à ça, quelle est la place des circuits courts? Est-ce qu'on doit pousser beaucoup plus les circuits courts? Est-ce qu'on doit avoir des économies tout au circuit court? Comment est-ce qu'on va gérer les cycles de produits, les cycles de vie d'un produit? Qu'est-ce qu'on peut rapatrier comme activité en Wallonie? Quelle place voulons-nous donner à l'industrie? Et donc, vous comprenez tout à fait la raison pour laquelle il est vraiment important de se poser cette question de quelle est la place que nous voulons donner à l'industrie wallonne en général, et vous l'avez compris, quelle est la place qu'on veut donner à cette industrie wallonne dans le cadre des différents plans de relance qui vont être lancés, que ce soit au niveau régional, au niveau fédéral et bien entendu au niveau européen. Alors, quelques définitions. Lorsqu'on parle d'industrie, moi je vais principalement parler de ce qu'on appelle l'industrie manufacturière. En fait, si vous reprenez le vocable industrie, ça regroupe aussi tout ce qui est l'industrie extractive, tout ce qui est la production, la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur, d'air conditionné. Ici, je dirais dans mon exposé, je vais vraiment me concentrer sur ce qu'on appelle l'industrie manufacturière, mais qui regroupe la grosse partie de nos activités. Rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans le détail des classifications NACE, j'en serais de toute façon tout à fait incapable. Je voulais juste illustrer ici quelques grands secteurs qu'on retrouve dans cette classification de l'industrie manufacturière. Vous reconnaissez tout ce qui est la production de biens pour l'alimentation, tout ce qui est le pharmaceutique, la chimie ou toutes les productions métalliques. Si on regarde le poids et la structure finalement de cette industrie manufacturière en Wallonie, ce sont les colonnes en bleu, où vous avez la part de la valeur ajoutée dans le total de l'industrie manufacturière wallonne en pourcentage, et vous avez la part de ces secteurs-là dans l'industrie manufacturière belge. Alors on voit typiquement des secteurs comme le pharma, on voit que ça représente 20% de la valeur ajoutée totale au niveau wallon, alors que c'est 14% au niveau belge, et on sait que c'est un secteur qui a un poids très important. A contrario, si vous regardez tout ce qui concerne tout ce qui est les véhicules automobiles, ben là on voit évidemment que le poids est beaucoup plus fort en Flandre, où on a les différents constructeurs. Donc ce qui illustre aussi ce graphe, c'est la diversité, finalement la répartition sectorielle de ce qu'on appelle l'industrie manufacturière en Wallonie.
Alors les chiffres c'est bien, mais j'ai voulu évidemment prendre quelques exemples d'entreprises et ne m'en voulez pas, je me suis évidemment focalisé sur des entreprises liées à notre secteur d'activité, mais j'aurais pu évidemment parler de petites sociétés comme GlaxoSmithKline, Biologicals ou comme UCB pour parler des secteurs pharmaceutiques. J'ai pris ici quelques exemples parce que quand on parle de ces entreprises-là, il n'est pas toujours clair pour tout le monde qu'on parle de l'industrie manufacturière. On pense évidemment à des sociétés comme Safran Aérobooster, comme la Sonaca, comme Alstom, ou des entreprises comme AGC, comme la SAPCA, mais aussi des entreprises comme IBA, dans tout ce qui est entre autres la fabrication de centres de protonthérapie, des entreprises majeures comme John Cockerill, ou des entreprises comme Thales Alenia Space. Et donc, ce que ça vous montre, c'est aussi et ça rejoint un peu ce que je disais sur la slide précédente, c'est la diversité des activités et des secteurs qui sont couverts par ces entreprises en Wallonie. J'ai aussi volontairement fait le choix de ne mentionner ici que des grosses entreprises, parce que, comme j'y reviendrai plus tard, elles jouent évidemment un rôle très structurant dans tout ce tissu industriel, mais il est évident que derrière ces grosses entreprises, comme vous le savez, il y a toute une série de PME très innovantes, de cabinets d'ingénieurs, de sous-traitants qui sont évidemment très importants et qui constituent toute cette communauté de l'industrie manufacturière en Wallonie. Alors pourquoi c'est important d'avoir une industrie manufacturière? Elle représente encore, et vous verrez plus loin pourquoi j'utilise le terme encore, un certain poids au niveau de la Belgique et au niveau de la Wallonie. Si vous regardez au niveau belge, l'industrie manufacturière, c'est 56,8 milliards, et donc c'est 14% du PIB. C'est 755 millions d'heures de travail, ça fait plus ou moins 500 000 personnes qui travaillent au sein des industries manufacturières. C'est un secteur qui évidemment a un taux d'exportation très important, 64% des produits et services sont exportés, ce qui fait 38,5% des exportations totales de la Belgique. Et là, je peux faire un commentaire par rapport à toutes les discussions que j'ai pu entendre sur la question de relocalisation d'activités industrielles. Il faut bien être conscient qu'une des limites de la Wallonie, c'est sa taille. Et ça, évidemment, on ne peut rien y faire. On peut être aussi compétitif qu'on veut, la taille, on ne la change pas. Et donc, ça veut dire que pour une région comme la Wallonie, pour garder des industries comme celle-là, la capacité d'exporter est très importante. D'où aussi l'importance de positionnement de la région dans tout ce qui est les accords internationaux. Parce qu'on voit très clairement que des sociétés comme toutes celles que j'ai mentionnées ne peuvent évidemment pas vivre sur le marché régional, voire même national. Ce qui évidemment est très différent quand vous êtes dans des très grands pays. Si vous êtes comme la Chine, évidemment, vous pouvez vivre sur votre marché national. Si vous êtes les États-Unis, vous pouvez vivre sur votre marché national. Et donc, ça veut dire que dans nos politiques industrielles, il faut ici tenir compte de la taille de notre marché régional et national par rapport aux positions qu'on peut avoir pour ce secteur manufacturier. Autre élément qui est important, et j'y reviendrai aussi plus tard, c'est que ce secteur, c'est aussi un moteur de l'innovation. Donc 71% du budget total de la R&D est dépensé par l'industrie manufacturière et ça fait environ 46% de l'emploi dans la R&D. Alors là, ce sont des chiffres que je vous donne en avant-première, puisqu'on est en train de mettre à jour toute une étude sur l'industrie manufacturière au niveau d'Agoria, mais mes collègues ont accepté que je partage déjà aujourd'hui avec vous quelques données qui sortiront seulement dans quelques semaines. J'ai peut-être une petite intervention. Les slides apparaissent en mode présentation, donc nous avons également les notes. Ah ok, d'accord. Bon, alors je vais changer. Ça, vous auriez dû me le dire plus tôt. Hein. Ouais. Voilà. Parfait. Bon, ceci dit, les notes n'étaient pas inintéressantes non plus, et vous avez vu que c'était cohérent. Enfin, c'est quand même plus agréable pour vous de le voir comme ça. Autre point, et d'ailleurs dans les notes on voyait, je parlais, ça représente 14% du PIB au niveau belge. Il faut savoir que l'Allemagne c'est 23%. Et vous allez voir dans mes slides suivantes qu'on a aussi une évolution une diminution de la taille de ce secteur au cours du temps. Alors, au niveau wallon, parce que je vous ai donné pas mal de chiffres sur la Belgique, au niveau wallon, on parle environ de 5200 entreprises et de 130 000 emplois. Donc on voit que même au niveau wallon, évidemment, c'est un secteur qui a un poids relativement important.
Alors, autre élément qui est très important et pourquoi c'est indispensable d'avoir une industrie manufacturière à l'échelle d'une région ou d'un pays. Et là, ça fait écho évidemment avec des études, des analyses que j'ai pu lire quand j'étais encore directeur du bioparc. C'est qu'en fait, on voit que si vous voulez développer des écosystèmes industriels, créer de l'emploi privé, vous avez besoin d'un certain nombre de grands groupes qui jouent cet effet d'entraînement et cet effet structurant sur le tissu industriel. Je vous avais dit tout à l'heure que j'avais volontairement pris l'exemple de quelques grands groupes de mon secteur, mais ce que je dis là est vrai aussi dans les autres secteurs. Et on voit que le fait d'avoir ces groupes-là permet de structurer à l'échelle d'une région ou d'un pays tout un écosystème. Et donc, au sein de cet écosystème, on va évidemment retrouver des acteurs de la recherche. On a des écoles et des instituts de recherche très forts dans le domaine de l'ingénierie parce qu'on a un tissu industriel qui est associé. Et évidemment, le fait d'avoir des universités fortes nourrit aussi le tissu industriel. On a aussi une capacité de R&D, et ça je pense que c'est vraiment un point très important. Pourquoi on garde ces entreprises chez nous? C'est parce qu'elles ont un potentiel de R&D qui est très important. C'est vraiment un des facteurs différenciants qu'on doit pouvoir garder si on veut rester compétitif à l'échelle internationale. Et puis évidemment, le fait d'avoir ces entreprises vous permet d'aller jusqu'au produit et de nouer une série de partnerships. Et donc, il y a toute une série d'études, ceux qui s'intéressent, je pourrais envoyer les références, qui expliquent en quoi avoir un tissu industriel manufacturier fort est essentiel pour la dynamique économique globale de toute une région. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant que c'est évidemment un secteur qui a connu pas mal de mutations ces dernières années. Je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais si vous regardez l'évolution entre 1970 et 2018, vous voyez que la valeur ajoutée en 1970 pour l'industrie manufacturière, elle était de 31,1%. On est, comme je vous l'ai dit maintenant, à 14%. Vous voyez qu'au niveau de l'emploi, ça représentait 31,9% des emplois, ça n'en représente plus que 10,6%. Par contre, ce qu'on voit, et c'est la ligne du dessus dans la figure, c'est qu'on a en parallèle une augmentation de toutes les activités de services. Et on sait que ce sont des secteurs qui génèrent pas mal de services. On sait que pour un emploi créé, il y a au moins un emploi de service qui est généré. Et donc, ce qui est intéressant à observer, c'est que vous voyez par contre que la valeur ajoutée de ces services, elle a augmenté entre 1970 et 2018, et évidemment, de manière corollaire, l'emploi. Et donc, on voit aussi qu'il y a une dynamique entre ces deux secteurs et qu'il est important à l'échelle d'une région de pouvoir garder les deux, puisqu'évidemment, vos sociétés de services, elles vont fonctionner majoritairement avec votre tissu industriel régional ou national, même si certaines peuvent travailler à l'international. Et je peux prendre deux exemples de sociétés qui sont connues et qui sont typiquement dans les services à l'industrie manufacturière. C'est une société comme Technor, du côté de Tournai, ou une société comme iCare, qui est dans tout ce qui est la maintenance prédictive du côté de Mons, ou des cabinets d'ingénieurs comme Citus Engineering à Liège. Et donc, on voit évidemment que toutes ces entreprises sont des entreprises qui sont très performantes, qui peuvent aussi travailler à l'international, mais qui ont été créées, qui se sont nourries à partir de notre base industrielle. Alors, j'espère vous avoir convaincu qu'il était important pour une région d'avoir une industrie manufacturière, de l'effet, du poids qu'elle représentait encore aujourd'hui, 2, de l'effet d'entraînement qu'elle joue au niveau d'un tissu régional. J'ai mentionné le rôle sur les PME, le rôle sur le monde de l'enseignement, le rôle sur la recherche, le rôle sur les réseaux internationaux. La question qu'on peut se poser évidemment maintenant, c'est que devons-nous faire ou que pouvons-nous faire à une échelle régionale et je me concentre ici à une échelle régionale, parce qu'il y a évidemment un certain nombre de choses qui doivent être faites aux échelles nationales et internationales, mais que pouvons-nous faire si on veut développer et maintenir cette industrie en Wallonie? Alors, j'ai volontairement, et donc c'est évidemment un point de frustration chez moi, et ce sera probablement aussi un point de frustration chez vous, décidé de n'aborder que 3 thèmes. Mais il y en a évidemment d'autres. Il y a tout ce qui est la transition énergétique que j'aurais pu aborder, on pourra en parler dans les questions si vous le suivez, toute la transition écologique, mais j'ai volontairement ici décidé de me limiter à ces 3 aspects qui me semblent essentiels pour maintenir une industrie en Wallonie. C'est tout le volet de digitalisation,
tout l'enjeu du capital humain et ce que j'ai appelé la mise en place ou le shaping d'écosystèmes. Alors, digitalisation. Je ne vais pas vous expliquer l'importance de la digitalisation. Ce que nous faisons maintenant est un exemple aussi de l'avancée de la digitalisation. On voit qu'avec le Covid, tout ça s'est fortement accéléré. Mais si on regarde maintenant spécifiquement au niveau de l'industrie manufacturière, l'enjeu, il est connu, c'est comment faisons-nous évoluer notre industrie manufacturière pour qu'elle aille vers ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Alors finalement, pourquoi aller vers une industrie 4.0 ? Il y a plusieurs éléments. C'est que les clients exigent de plus en plus des produits personnalisés, avec des délais d'exécution de plus en plus courts, et une capacité de produire des petits volumes, parfois jusqu'à des lots uniques, au prix de la grande série. Et donc on voit évidemment que tout ça c'est un enjeu pour l'industrie manufacturière. J'ai pris 2 exemples. Cette charmante dame qui est en train de choisir sa voiture, sa Mini pour ne pas la citer, vous savez qu'on peut customiser la couleur, le numéro. Et puis j'ai pris un exemple qui est plus local et qui est plus amusant. C'est, je ne sais pas si vous aviez suivi ça l'année passée, mais on avait la possibilité d'avoir des albums Le Chat avec votre photo. Et donc, celui qui voulait faire un beau cadeau à sa belle-maman, il pouvait lui offrir un album du chat dans lequel sa photo apparaissait. Alors, c'est amusant, mais c'est un bon exemple d'un produit personnalisé qui évidemment doit être produit avec des capacités de grande échelle, puisqu'évidemment si chaque album coûte 500 €, personne ne va aller acheter un album personnalisé. Et donc évidemment ces 2 exemples que j'ai pris, il y en a des milliers qu'on pourrait développer. Alors, cette exigence des clients, elle se passe évidemment dans un contexte international. Parce qu'évidemment, chaque pays peut se produire où il veut. Et d'ailleurs, nous, c'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une de nos caractéristiques, c'est que ce qu'on exporte, ce qu'on produit, on l'exporte beaucoup. Et vous savez qu'on a aussi une caractéristique qui est que ce n'est pas sur le coût salarial que nous sommes les plus compétitifs. J'ai repris le graphe là-bas. Vous voyez que, à part la Norvège, les autres pays ont des coûts salariaux globaux. Alors, on peut discuter sur la manière dont on les calcule, les aides, mais enfin, toujours est-il que vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas sur la compétitivité des salaires que nous pourrons faire la différence à l'échelle internationale. Et donc, évidemment, par rapport à ces enjeux de l'industrie 4.0, en fait, c'est très facile. Vous n'avez qu'à appliquer ce qui se trouve sur ce schéma-là. C'est-à-dire intégrer des nouvelles technologies, l'additive manufacturing, de l'intelligence artificielle, du big data, de la cybersécurité, réfléchir à vos réseaux. Bon, je dis que c'est facile, mais évidemment, c'est une blague, puisque vous voyez bien là toute la complexité d'accompagner nos entreprises dans ces processus d'automatisation, de digitalisation de leurs processus. Et ce qu'on vous met là concerne l'intérieur de l'entreprise, mais il y a aussi tous les éléments de supply chain qui sont très importants et qui doivent être intégrés. Et donc évidemment, tout ça peut vite être un casse-tête, ou en tout cas, et c'est le feedback qu'on avait il y a quelques années de nos entreprises manufacturières qui nous disaient, nous sommes conscients qu'on doit aller vers cette approche d'industrie 4.0, mais objectivement, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et donc, ce qui a été développé au niveau wallon, parce que dans l'exposé, ce que j'ai voulu faire, c'est finalement vous dire pourquoi c'est important d'avoir ce tissu industriel, ce qu'on doit faire pour le garder, et puis j'ai aussi voulu chaque fois essayer de vous expliquer un peu ce qui se faisait déjà à l'échelle wallonne et ce qu'on pourrait faire de plus. Et donc, si on regarde au niveau de tout cet enjeu de l'industrie 4.0, le gouvernement wallon a validé il y a quelques mois tout un plan Industrie Future qui vient dans la continuité du plan Digital Wallonia piloté par l'Agence du numérique. Et en fait, dans ce plan, on met en place, et de nouveau, c'est la continuité de programme qui existait déjà, programme Made Different pour ceux qui le connaissent, c'est toute une série d'outils et d'accompagnement pour aider nos entreprises manufacturières wallonnes à rentrer dans ce parcours d'industrie 4.0.
Et donc, tout ça est déjà structuré au niveau wallon, est en train encore de se renforcer, et il y a aussi des appels à projets pour pouvoir lier la Wallonie aux différents territoires à l'échelle européenne qui sont aussi impliqués dans l'industrie 4.0, parce que ça, et vous verrez que c'est un point que je dis à différents endroits, tout l'enjeu quand on définit une stratégie régionale, c'est évidemment de tenir compte de sa réalité régionale, mais aussi de s'interfacer avec ce qui se fait ailleurs. Il faut éviter de réfléchir en vase clos. Et donc, par rapport à tout ce plan industrie future, nous aurons des mécanismes d'accompagnement des entreprises, les centres de recherche pourront jouer un rôle pour amener des technologies, et on sera aussi interconnecté avec ce qu'on appelle les EDIH au réseau européen d'industrie 4.0, et on est déjà au niveau d'Agoria et de Ceris, par exemple, en connexion avec toute une série de réseaux Industrie 4.0. Et donc ça, c'est vraiment un premier axe qui est vraiment essentiel pour notre secteur manufacturier, c'est comment on va les accompagner dans cette transformation. Et cet enjeu, il est vrai pour les petites entreprises, mais il est aussi vrai pour des grands groupes industriels qui sont aujourd'hui présents chez nous. Toute cette transformation en industrie 4.0, elle passe évidemment par l'incorporation d'un certain nombre de technologies. Souvenez-vous du schéma simple que je vous ai montré, avec toutes les technologies qu'il fallait incorporer. Une de ces technologies, c'est évidemment tout ce qui est le volet intelligence artificielle. Et donc, la question, c'est de nouveau, comment est-ce qu'on s'organise à une échelle régionale pour faire rentrer un maximum d'intelligence artificielle dans nos entreprises? Et là, de nouveau, il y a toute une série de programmes et d'initiatives qui ont été mises en place, avec, entre autres, à travers le programme Digital Wallonia for AI, qui associe l'agence du numérique, l'Infopole, le réseau IA, mais aussi Agoria. Et ça, je pense que c'est aussi un élément que je voulais souligner. Oups, j'étais trop vite. C'est l'importance de mettre en place les bons réseaux de partenaires pour attaquer des questions comme celle-là. Et vous voyez là qu'on retrouve des fédérations, des clusters, l'agence du numérique. Donc c'est vraiment finalement des partenariats publics-privés qui permettent ensemble de dire comment est-ce qu'on va attaquer à l'échelle d'un territoire des enjeux comme celui-là, en se connectant avec ce qui se fait à l'échelle belge et en se connectant avec ce qui se fait à l'échelle européenne. Vous avez ici quelques exemples de programmes, Start IA, Tremplin IA, qui sont en fait des programmes très concrets qui ont permis à des entreprises de travailler avec des sociétés expertes de l'IA et de voir ce que ça pouvait représenter dans leur quotidien. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher de le mentionner, vous avez sans doute entendu cette semaine la mise en place du Trail, qui est finalement une première. C'est une association de 5 universités et de centres de recherche pour mettre en place une vraie dynamique et une politique de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, ça veut dire que là, on couvre bien la chaîne, on a finalement de la recherche en amont, on génère des capacités, et puis on a des outils qui permettent d'accompagner les entreprises pour incorporer ça dans leur quotidien. Et je pense que c'est un bon exemple d'articulation, et je peux vous dire, pour voir ce qui se fait aussi en Flandre ou à Bruxelles, que par rapport à la Flandre, sur l'opérationnalisation de ce type de projet, on est plus avancé, même si, comme souvent, les Flamands mettent plus de moyens que nous dans ce type d'approche. Alors, autre élément qui est important aussi, si vous voulez digitaliser, donc là, ça dépasse évidemment l'enjeu de l'industrie manufacturière, mais c'est particulièrement vrai aussi dans l'enjeu dans l'industrie manufacturière, c'est le déploiement de la 5G. Et là, je peux vous dire que nous sommes les mauvais élèves au niveau européen. Je ne vais pas rentrer dans les débats, on pourrait y revenir, mais je pense que ça vaut l'objet d'un séminaire en soi sur, finalement, les deux questions sur la 5G, elles sont assez simples. Est-ce qu'il y a un danger pour la santé et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce qu'il y a un danger pour la santé? Il y a des dizaines de milliers d'études qui, à ce stade-ci, ne démontrent pas de danger pour la santé. Mais de nouveau, c'est un débat en soi, mais vous pouvez retrouver, j'ai mis le lien sur notre site où on recense un peu toutes les études qui existent. Est-ce que c'est utile pour le citoyen, les entreprises? On a là aussi, nous, mis en place un certain nombre de brochures qui expliquent en quoi la 5G est utile pour les défis des citoyens, que ce soit en termes de mobilité, que ce soit en termes de soins à domicile. On parle de plus en plus des hôpitaux ouverts, que ce soit en termes de gestion de l'énergie. Et puis, évidemment, il y a toute l'utilité de la 5G pour l'industrie manufacturière, qui est le débat qu'on a aujourd'hui. Et je dois vous dire qu'un des premiers warnings qu'on a eu, nous, chez Agoria, c'était déjà il y a quelques années, c'est quand on a discuté avec certains grands groupes internationaux qui nous disaient, mais nous, on est en train de préparer nos plans d'investissement à 5-6 ans. Le fait que la Belgique ne soit pas avancée sur la 5G, c'est un point négatif,
par rapport à nos logiques d'investissement, puisqu'évidemment, une des caractéristiques de la 5G, c'est qu'elle permet de connecter un grand nombre d'objets, qui a des temps de latence très très bas. Et donc là, vous comprenez bien que dans des usines où on a mis en place des unités de production, si on veut les reconfigurer rapidement, si on veut partager de l'info, si on veut faire des mélanges hommes-machines, il faut avoir une capacité de gérer des données nombreuses et avec des temps de latence très bas. Et donc, on sait par exemple que dans tout ce qui est l'industrie 4.0, la 5G sera un élément important. Et là, comme je vous l'ai dit, que ce soit la Wallonie ou Bruxelles, on est en retard alors que nos amis flamands, eux, ont décidé d'avancer. Et donc ça, pour moi, c'est un vrai point d'attention dans notre politique de développement industriel. Alors, digitaliser, faire rentrer des technologies comme l'intelligence industrielle, déposer des infrastructures. La 5G, finalement, c'est une forme d'infrastructure nécessaire pour digitaliser, c'est important. Il y a un deuxième volet qui est clé, c'est le volet capital humain. Alors ça, c'est sans doute la première chose qui m'a frappé quand j'ai commencé à travailler chez Agoria, hein, puisque, bon, vous savez, à la base, moi, je suis plutôt du secteur sciences du vivant. Et je savais que dans le secteur sciences du vivant, un des gros enjeux, c'était l'accès aux ressources, avoir suffisamment de gens qualifiés. Eh bien, je me suis rendu compte que dans le secteur des entreprises technologiques, c'était exactement la même chose. Et donc, l'enjeu, c'est d'avoir les bonnes qualifications. Il y a pas mal d'entreprises qui me disaient, moi, mon premier défi, c'est de trouver suffisamment d'ingénieurs pour pouvoir répondre aux demandes. Et alors, il y a un paradoxe. Hein. Vous savez qu'avec la crise, il y a un certain nombre de secteurs, dont le secteur aéronautique, sont fortement touchés. J'y reviendrai brièvement tout à l'heure. Malgré ça, on continue à observer une pénurie de certains profils dans nos secteurs. Alors, par rapport à ça, finalement, il y a 3 gros enjeux au niveau capital humain. Comment est-ce qu'on attire plus de gens dans les filières ? Et ça, on peut se réjouir que la semaine passée, la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont décidé de mettre en place un centre de coordination des activités STEM. Hein, puisque un des constats qu'on faisait aussi avec les autres fédérations, avec l'Union Wallonne des entreprises, c'est qu'il y a en Wallonie plus d'une centaine d'activités de promotion des STEM. Donc STEM, c'est pour sciences, techniques, engineering et mathématiques. Hein, donc c'est des métiers scientifiques pour résumer. Il y a une centaine d'activités qui étaient faites au niveau wallon, mais tout ça était non coordonné. Et donc là, il y a vraiment une avancée au niveau du gouvernement. Poussé par les secteurs impliqués, l'Union Wallonne des entreprises, pour qu'on structure ça et qu'on se dote enfin d'une vraie politique STEM structurée et qu'on attaque finalement ce problème très en amont. Parce que si évidemment vous n'avez pas assez de gens qui rentrent dans ces filières, le problème, vous n'avez pas assez de gens qui vont travailler chez vous après. Donc ça, c'est un premier volet qui est important. Deuxième volet, c'est renforcer l'offre de formation. Je reviendrai un peu plus tard au rôle que jouent les centres de formation par rapport à ça. On est évidemment dans des secteurs où la formation continue est importante, hein, même si c'est le cas dans tous les secteurs maintenant. Hein. Je pense que se former autour de la vie, tout au long de la vie, c'est vraiment un changement mental important qui doit être bien présent dans les entreprises. Donc les entreprises doivent avoir des vrais plans de formation pour le travailleur, dont la conscience doit être aussi au niveau des pouvoirs publics, mais également au niveau du travailleur. Donc le travailleur doit lui-même être conscient que finalement, se former tout au long de la vie, c'est important pour lui, c'est important pour qu'il garde une place sur le marché de l'emploi. Donc tout cet aspect de renforcement de la formation, il est très important et il est principalement piloté à travers les différents centres de compétences qu'on a au niveau wallon. Alors, dernier point, c'est la digitalisation. J'ai beaucoup parlé de la digitalisation des processus. Ici, on est vraiment dans la digitalisation des compétences. Et donc, nous avons mené au niveau d'Agoria, il y a 1 an et demi maintenant, en 2018, lancé une grande étude avec le Forum Acteris VDAB en adressant la question, mais finalement, quel va être l'impact sur le marché du travail de la digitalisation ? Puisqu'à l'époque, tout le monde disait la digitalisation, ça va être important, mais en fait, au niveau belge, on n'avait aucun tableau de bord nous permettant de voir, tiens, quelle est la situation actuelle, comment ça va évoluer, quels sont les secteurs qui vont impacter, que devons-nous faire. Et donc, on a fait cette étude très importante. Hein, vous voyez sur le côté, c'est regarder quelle est l'évolution du marché belge jusqu'en 2030, quel est l'impact pour le pays, avec une analyse au niveau des régions pour 16 secteurs, 75 profils d'emploi, avec des aspects quantitatifs et qualitatifs. Quels sont les secteurs dans lesquels on va perdre des emplois, quels sont les secteurs dans lesquels on va avoir une augmentation d'emplois, quels sont les jobs qui vont disparaître, quels sont ceux qui vont être créés, quels sont les flux entrants et sortants de main-d'œuvre. Bref, on a mis en place tout ce tableau de bord et on a ressorti un certain nombre de recommandations.
Je ne vais pas passer à travers ça aujourd'hui parce que de nouveau, ça c'est l'objet d'un séminaire en soi et ceux qui sont intéressés, je peux leur envoyer plus d'études. Il y avait quelques éléments que je voulais rappeler de cette étude, c'est l'ensemble des travailleurs vont devoir mettre à jour leurs compétences digitales. À l'époque, je dis à l'époque parce qu'on est en train maintenant de finaliser la mise à jour de l'étude, donc ces chiffres-là ont évolué, mais les tendances restent les mêmes. Il y a une reconversion d'un certain nombre de postes, il y a des postes qui vont disparaître, qui doivent être reconvertis. Et puis, on a, et ça ces chiffres ont aussi évolué post-Covid, un certain nombre de postes vacants qui étaient non pourvus. Donc l'idée, c'était de se dire, si on ne construit pas ces compétences digitales, et ça rejoint évidemment la notion de pénurie, il y a un certain nombre d'emplois qu'on ne pourra pas pourvoir demain, et donc on a un manque à gagner. Et il y avait aussi un message d'optimiste, c'est pour dire que chaque emploi qui disparaît, il y en a 3,7 qui allaient être créés grâce aux opportunités du digital. De nouveau, les tendances restent les mêmes, les chiffres vont être mis à jour dans les semaines qui viennent, mais enfin, les messages restent les mêmes. Alors, après avoir sorti cette étude, on a eu toute une série d'initiatives. Bon, c'était le but de l'étude. On avait appelé d'ailleurs cette étude Be the Change pour inviter les différents acteurs à être eux-mêmes les acteurs du changement. On a eu toute une série de retours positifs en disant OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut s'organiser? Et là, très rapidement, on a décidé au niveau wallon, Agoria, les partenaires que vous voyez dans le fond de l'écran, l'agence du numérique, le forum, de se dire, mais réfléchissons et mettons en place une stratégie structurée à l'échelle wallonne. Comment est-ce qu'on veut, c'est un peu ce que je vous disais pour l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut à l'échelle d'un territoire aborder cette question de la digitalisation des compétences? Et on s'est dit, en fait, c'est assez simple. Conceptuellement, c'est assez simple. Il faut commencer par avoir un outil qui permet de faire une évaluation des compétences digitales. Puis ensuite, il faut faire une analyse des employés et il faut proposer des programmes de formation. Et donc, tout ce plan est maintenant en train de s'opérationnaliser à travers le plan Wallon Digital Upskills Wallonia qui a été aussi validé par le gouvernement il y a quelques mois. Et on va lancer les premiers tests pilotes avec des entreprises en disant, mais voilà, comment est-ce qu'on peut faire le scanning des compétences, comment est-ce qu'on met ça dans le cadre de la stratégie de l'entreprise et comment est-ce que derrière, on vient proposer des programmes de formation de nouveau, de manière articulée à l'échelle du territoire. Si vous permettez, je bois un petit peu. Et j'en profite pour surveiller le timing aussi, parce que je vois que je n'avance pas assez vite comme c'était prévu. Alors, un autre point qui est très important, et je vais passer plus rapidement, c'est ce que j'appelle tout le shaping d'écosystème, et j'ai déjà un peu mentionné. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle est dans un écosystème avec des partenaires en amont, des partenaires en aval, des sous-traitants, des partenaires de la recherche. Et ça, c'est vraiment clé pour l'ancrage de cette entreprise, pour sa compétitivité. Et évidemment, comme je vous ai expliqué, ça fait tout un effet d'entraînement. Et donc, ça veut dire que dans des secteurs comme le manufacturing, on doit vraiment réfléchir à la mise en place de ces écosystèmes. Alors, je vous passe ça c'est des heures de lecture, je vais bien en parler en détail avec ceux que ça intéresse. C'est quoi les ingrédients d'un écosystème? Comment est-ce que ça doit fonctionner? Tout ça est assez bien connu. Et on sait qu'il y a un certain nombre d'ingrédients. Alors, rassurez-vous, la bonne nouvelle, c'est qu'on les a en Wallonie. Je vais en citer quelques-uns. C'est évidemment d'avoir une capacité de recherche. J'ai parlé des universités. On a de très bonnes universités dans nos domaines. On est vraiment au top dans ces secteurs-là et ça, évidemment, c'est clé pour l'industrie manufacturière. Et donc, ça veut dire qu'un plan de développement d'une industrie manufacturière, elle passe aussi par un soutien des universités dans les domaines en question. On a aussi la chance d'avoir en Wallonie toute une série de centres de recherche. J'en ai cité quelques-uns, CETIC, Cenaero, CIRIS, CRM, Multitel, mais il y en a d'autres, mais ceux-là jouent un rôle particulièrement clé dans entre autres, tout ce que j'ai mentionné sur l'industrie future, l'industrie 4.0. On a toute une série de structures qui sont des pôles de compétitivité, que ce soit l'agence du numérique que j'ai déjà mentionné, que des clusters. Alors, on reviendra après sur le fait qu'on en a beaucoup, mais en tout cas, toutes ces structures sont indispensables pour jouer le trait d'union entre le gouvernement, les entreprises, les universités, et aussi piloter tout ce qui est le développement des projets de recherche. Moi, j'ai suivi depuis 2006 la mise en place des pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité ont été des vrais moteurs du développement de l'industrie manufacturière en Belgique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réanalyser le modèle et voir comment on le fait évoluer, mais en tout cas, ce sont des structures qui jouent un rôle important. Et j'ai aussi mentionné les collègues de la WEX, parce que je vous l'ai dit, tout cet aspect international est évidemment clé dans tout ce qu'on fait dans nos secteurs.
Autre acteur important, je les ai mentionnés, c'est tout ce qui est des centres de compétences. Donc là, j'ai repris ceux qui étaient vraiment industrie et digital, mais je pourrais en mentionner d'autres comme le Cefochim. Hein. Si on regarde les gros dans l'industrie et le digital, et là, le secteur d'Agoria, c'est vraiment Technifutur, Technocampus, Technofutur TIC, avec quand même, et ça c'est un chiffre qui n'est pas connu, 25 000 personnes qui sont formées par an dans ces centres. Donc ce ne sont pas des joueurs anecdotiques dans le paysage de la formation continue. Ce sont vraiment des acteurs clés par rapport à ça, et ils ont un rôle dans tout cet écosystème. Alors, autre élément qui est intéressant, c'est des initiatives de hubs d'innovation sous-régionaux. J'ai pris l'exemple d'Assiska, qui est un bon exemple d'une plateforme multidisciplinaire orientée Advanced Manufacturing qui regroupe toute une série d'industriels mais de partenaires. Vous voyez le logo là-bas, des grosses entreprises que j'ai citées comme Alstom AGC, mais aussi des sociétés comme iCare, les centres de recherche, les fédérations, les pôles de compétitivité. Et donc, ce qui est intéressant avec des initiatives comme celle-là, c'est que ça permet vraiment de cristalliser une vision et de l'articuler en mettant ensemble les composantes recherche, capital humain, réseau, innovation. J'ai pris un exemple pour le volet international qui est le China Belgium Technology Center, hein, bon, qui est toujours en train de développement, mais enfin qui est aussi un point important en se disant tiens, comment est-ce qu'on va se connecter à l'international, ou dans le domaine du biomédical. Je n'ai pas voulu prendre l'exemple du bioparc. Vous auriez dit que je n'étais pas très objectif, mais j'ai pris l'exemple de ce qu'ont fait nos collègues à Liège avec Bridge2Health et toute l'organisation entre l'université et le CHU de Liège. Et donc je pense que c'est logique de création de hubs sous-régionaux sous des thématiques fortes où on aborde l'ensemble de la chaîne de l'innovation. C'est vraiment clé pour structurer des dynamiques fortes au niveau régional et pour ancrer notre industrie manufacturière. Alors, et vous m'avez senti venir, hein, j'aime beaucoup cette image. En fait, cette image, je l'ai trouvée en faisant un Google et en mettant réseau complexe. Et donc, cette image, c'est ce que j'ai trouvé comme réseau complexe en 3D. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Parce que je vous ai expliqué les avantages de l'écosystème wallon et de ses acteurs. Il faut par contre reconnaître que le paysage, il est un peu complexe. Et là, j'ai pris l'exemple de la formation. Et en fait, vous voyez là, je ne vais pas les citer, mais c'est tous les acteurs qui, quelque part, jouent un rôle dans la formation. Et donc, évidemment, quand vous êtes une entreprise, savoir si vous devez discuter avec tel organisme, tel centre de formation, tel centre de recherche, it's just impossible. Et donc là, pour moi, on a un vrai enjeu de retravailler et de décomplexe, de rendre moins complexe. Hein. Enfin, on peut aussi le décomplexifier, mais c'est pas très français. En tout cas, de rendre moins complexe ce paysage-là. Et donc, ça, c'est tout l'enjeu de la gouvernance. Et je pense que si on veut faire avancer notre industrie manufacturière, on doit davantage travailler à la structuration de l'écosystème et voir comment on lie des approches régionales en tenant compte des dynamiques sous-régionales. J'ai beaucoup, quand je m'occupais de la bibliothèque à Charleroi, on discutait avec les Liégeois, on disait oui, mais en fait, on est en compétition. Et à un moment, on s'est dit, mais non, il y aura toujours une dynamique autour de Charleroi avec le bioparc, il y aura toujours une dynamique à Liège, il y a une dynamique dans le Brabant wallon. N'essayons pas de niveler tout ça. Posons-nous la question de comment est-ce qu'on articule ces dynamiques sous-régionales à une échelle régionale. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu d'une articulation régionale. Il y a évidemment, je l'ai dit, tout le lien avec les autres régions. En fait, ce qui me frappe depuis que je suis chez Agoria, c'est qu'en Wallonie, la Flandre, on ne s'occupe pas de la Flandre. Quoi. Ils nous ennuient, ils sont plus gros que nous, ils sont plus forts que nous. On va surtout pas essayer d'aller s'interfacer avec la Flandre. Quoi. Et ça, c'est vraiment très, très frappant quand on est dans une organisation nationale. Or, il y a énormément de choses à construire avec Bruxelles, avec la Flandre, donc à une échelle nationale, et puis bien entendu à une échelle internationale. Hein, je vous rappelle les taux d'exportation qu'on a. Et ça rejoint un point. On doit, à mon avis, au niveau wallon, c'est renforcer les organes de concertation et les outils de pilotage à l'échelle wallonne. On a un conseil de l'industrie qui remplit son rôle, mais on n'a pas de structure de pilotage. Hein, je vous disais, comment est-ce qu'on réorganise la complexité du paysage par rapport à l'enjeu d'une filière? Et je prends ici évidemment l'exemple de la filière aéronautique, puisque vous savez que c'est une filière qui est particulièrement touchée par la crise Corona et pour lequel on sait qu'on ne s'attend pas à une amélioration de la situation dans les mois, voire années qui viennent. Donc ça veut dire que là, on a un vrai enjeu au niveau wallon de voir comment on traite spécifiquement l'enjeu de la filière aéronautique. Et je pense que pour l'ensemble des filières, c'est un enjeu de réfléchir à comment est-ce qu'on a une gouvernance et quelles sont nos politiques industrielles filière par filière et comment nous allons
articuler les différents acteurs qui y sont. Et dans ces acteurs, là, ils sont pas contents quand je dis ça, mais pour moi, il y a aussi un certain nombre de choses sur lesquelles on doit réfléchir à des fusions. On a une vingtaine de centres de recherche, on a une vingtaine de centres de compétences. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un MBA à Harvard pour se rendre compte que c'est sans doute un peu trop pour le paysage wallon, même si individuellement, toutes ces structures font du bon boulot. Alors, il me reste 1 minute et j'arrive aux conclusions, donc je pense que j'aurai respecté mon timing. Quelle stratégie pour notre industrie? Finalement, je résume un peu ce que je vous ai dit. Le déploiement du digital au sein de nos entreprises, il est clé. Et il est clé, comment est-ce qu'on fait rentrer les technologies? Comment est-ce qu'on s'assure qu'on est doté des infrastructures ad hoc pour nos entreprises? C'est de nouveau le lien que je faisais avec la 5G, mais c'est aussi vrai pour tout ce qui est la fibre. Comment est-ce qu'on met en place une stratégie capital humain forte, de l'amont à l'aval, avec l'intégration dans cette notion de capital humain du volet de digitalisation spécifique? Comment est-ce qu'on structure nos écosystèmes d'innovation dans ces filières? Et on sait que tous ces systèmes, pour qu'ils fonctionnent, ça doit être des partenariats publics-privés. Donc, le politique a un rôle à jouer, mais les entreprises ont aussi un rôle à jouer. Et c'est la somme des deux et la synergie entre les deux qui peut nous aider à renforcer notre positionnement industriel. En ayant des approches intégrées, en fait, les stratégies aujourd'hui, elles sont souvent organisées en silos. On réfléchit la recherche d'un côté, le capital humain de l'autre, le développement industriel, l'exportation. Tout ça doit être mis dans des logiques beaucoup plus intégrées. Et c'était l'exemple de ces hubs intégrés que j'expliquais, qui, eux, prennent ces différents aspects. Je l'ai dit, mettre en place les organes de concertation et les outils de pilotage à l'échelle wallonne. Je pense qu'on a un travail à faire par rapport à ça. Lier nos écosystèmes avec la Flandre. Ok, ils sont plus gros, ils sont plus riches que nous, tant mieux. C'est comme en cyclisme, comment est-ce qu'on peut se mettre dans le roue et profiter de la dynamique qu'ils font. Donc je pense que ça, c'est vraiment un changement culturel qu'on devrait plus avoir au niveau wallon. Idem avec Bruxelles, la capitale de l'Europe. Comment est-ce qu'on capitalise sur ça dans nos stratégies industrielles et bien entendu l'échelle internationale. Je l'ai dit, avoir des réflexions sur des filières industrielles particulières. J'ai pris l'exemple de l'aéronautique vu sa situation actuelle. Et évidemment, comment est-ce qu'on travaille, c'est un mot qui est très à la mode maintenant, la résilience de nos entreprises. Donc, comment est-ce qu'elles sont capables de résister à des changements dans leur business model, dans leurs revenus. Le Corona est un exemple, il y en a d'autres. Et puis, je ne l'ai volontairement pas abordé ici, mais c'est bien au cœur de nos préoccupations aussi, c'est comment est-ce qu'on va intégrer tous les enjeux climatiques. Alors pourquoi je ne l'ai pas intégré? Parce que de nouveau, ça vaut l'objet d'un séminaire en soi. Donc je ne suis pas en train d'essayer de me faire réinviter à un autre séminaire, c'est pas ça. Mais je pense que l'intégration de tous ces enjeux dans nos entreprises, c'est bien présent. Il y a des réflexions à avoir sur les capacités, sur notre le coût de l'énergie, comment est-ce qu'on s'organise. Il y a pas mal de réflexions sur les communautés d'énergie. Il y a des réflexions sur les accords de branche et comment on peut lier ça avec des nouvelles. Comment est-ce qu'on peut faire monter notre industrie manufacturière comme étant un moteur d'une transition énergétique à l'échelle d'une région. Donc en fait, il y a énormément de travail qui se fait sur ça, mais vous résumez ça en une ou deux slides, ça n'aurait pas été fait, je n'aurais pas fait honneur au travail qui est fait. Voilà, j'ai dépassé de 2 minutes, ce qui pour ceux qui me connaissent est un exploit. Bravo, en tout cas, c'était vraiment très clair et ça répond aussi à un des soucis qui sont de temps en temps exprimés par les participants de webinaire et qui déplorent parfois le côté pessimiste et sombre des sujets qui sont traités. Ici, au moins, il y a des choses très, très, très intéressantes et très positives. Il y a quelques questions qui sont sorties et j'en sélectionne déjà tout de suite celles qui sont très précises et très, très pertinentes. Je vois Thibaut qui demande « Trop d'étudiants sortent insuffisamment qualifiés de notre réseau d'enseignement. » Ça a été vu. « L'apprentissage est-il suffisamment en avant et votre fédération peut-elle jouer un rôle plus important à ce propos ?» Oui. Donc en fait, il y a plusieurs éléments. On est fortement impliqué. Donc on travaille beaucoup avec les hautes écoles, entre autres, pour voir comment on peut les aider à faire évoluer le contenu de leur programme, comment on peut les aider à rentrer en contact avec le tissu industriel. Et il y a différentes initiatives par rapport à ça. Et je pense que pour moi, le secret, alors c'est facile à dire, c'est pas facile à mettre en œuvre, c'est en fait justement d'augmenter cette interface entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise.
Parce qu'il y a souvent tendance à considérer, il y a l'enseignement d'un côté, il y a l'entreprise de l'autre. L'enseignement doit former des gens qui sont les plus polyvalents possibles et ce n'est pas à l'entreprise à dicter ce qu'on peut faire. Ok, je peux entendre ce message-là. J'ai fait 20 ans à l'université, donc je ne suis pas insensible à ce discours-là. Mais toujours est-il que selon moi, c'est intéressant d'augmenter ces interfaces. Et au moins qu'on soit sûr que lorsqu'on forme des ingénieurs, ils soient à la pointe sur les dernières technologies. Et ça, la meilleure façon de le faire, c'est qu'ils aillent se frotter avec les entreprises qui aujourd'hui sont à la pointe dans ces technologies-là. Donc je pense qu'augmenter ces interfaces, nous on essaye de le faire régulièrement, c'est un vrai enjeu. Alors si je reviens plus en amont, il y a tout ce qui est le pacte d'excellence, dans lequel vont être intégrées des notions de digital, les STEM vont être plus fortes. Bon, toute cette dynamique des STEM, vous imaginez bien qu'on a beaucoup travaillé au sein des fédérations et comme je disais avec l'UE pour que tout ça soit bien intégré au niveau de l'enseignement. On travaille aussi avec la Fondation pour l'enseignement. Donc oui, en fait, il y a beaucoup de choses qui se font. Ça reste un travail de longue haleine. Mais on continue à y travailler parce que ça reste un point clé pour nos entreprises. Et peut-être un dernier élément que je peux ajouter, c'est qu'on essaye aussi de renforcer tout ce qui est l'alternance. Donc l'alternance est aussi une bonne manière de bien marier le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement. Et on essaye un peu, parce que ce qui m'a frappé aussi quand je suis rentré chez Agoria, c'est qu'on disait l'alternance, l'alternance, l'alternance. Et puis je dis, mais c'est quoi les chiffres de l'alternance? Et en fait, c'est ridiculement bas. Et donc, on a fait toute une analyse pour voir quels étaient les freins à l'alternance et ce qu'on devait pouvoir mettre en place pour les bloquer. Et là, on est en discussion avec les cabinets pour essayer de lancer des projets pilotes en alternance et pour que l'alternance soit vue comme une filière d'excellence et pas comme une filière de relégation. Et ça, je pense que c'est un vrai enjeu et que c'est à travers, entre autres, des initiatives comme celle-là qu'on pourra essayer qu'il y ait une meilleure adéquation entre ce qui sort de le bagage avec lequel les étudiants sortent et ce dont les entreprises ont besoin. D'accord. Je vois Marie-Pierre qui dit, vous parlez d'assurer le déploiement digital. Par quelle procédure comptez-vous assurer ce déploiement? Envisagez-vous des formations, des audits et des coachings? Alors là, je dois répondre à deux niveaux. Donc, de manière générale, la digitalisation. Donc, il y a la digitalisation dans l'industrie manufacturière et puis il y a la digitalisation dans l'ensemble des entreprises. Donc, je vais répondre de deux façons différentes. La voie qu'on utilise pour faire rentrer la digitalisation, même si les deux sont très liés, dans l'industrie manufacturière, c'est comme je l'ai dit, c'est tout le plan industrie future. Et donc, dans le plan industrie future, il y a déjà aujourd'hui des accompagnateurs qui sont soit dans les pôles, soit dans les fédérations, soit dans des centres de recherche, qui peuvent aller dans les entreprises et qui peuvent les aider à faire un diagnostic. Et au terme de ce diagnostic, elle leur propose des processus ou des parcours d'accompagnement. Et tout ça, on est en train de le renforcer dans le cadre du plan Industrie Future, où on va lancer des appels, enfin quand je dis on, c'est l'agence du numérique, va lancer des appels à filières pour voir comment on peut s'organiser filière technologique par filière technologique, pour avoir des gens qui peuvent aller dans nos entreprises, qui font cet audit. Et puis après, ça fait le lien avec une structure qu'on est en train de mettre en place aussi au niveau régional, qui est un EDIH, qui lui sera une boîte à outils technologiques dans laquelle, là, on pourra faire appel au centre de recherche. Par exemple, comme Multitel, une entreprise veut intégrer de l'intelligence artificielle, ben tiens, Multitel peut les aider. Et donc, on est en train de découper tout ça et de l'opérationnaliser. Donc, c'est déjà des choses qui se faisaient. On est en train de le renforcer, on est en train d'essayer de le mettre dans un processus. Et par rapport à la digitalisation des entreprises de manière plus générale, nous avons développé chez Agoria tout un parcours qui s'appelle le DigiCoach. Donc, si vous tapez Agoria DigiCoach, vous aurez accès à l'outil, qui est en fait un outil qui vous permet de faire une auto-évaluation de l'état de digitalisation de vos entreprises. Et une fois que vous avez fait cette analyse-là, on peut vous mettre en contact avec des prestataires de services dans ce domaine-là. Et de nouveau, on est en train de travailler à l'échelle régionale, parce que ça, c'est un programme que nous, on a fait à l'échelle nationale. Mais à l'échelle régionale, on est en train de travailler avec l'Agence du numérique et différents partenaires pour voir comment on peut mettre derrière des parcours d'accompagnement. Et évidemment, il ne faut pas, derrière les parcours d'accompagnement, c'est aussi le plus vite possible faire monter les sociétés qui sont des service providers. D'accord. OK, je vois aussi, il y a certaines personnes qui demandent d'avoir des informations complémentaires sur certains dossiers. Je propose que nous réglions ça, je vous transmette ces questions-là directement et vous Oui, pourriez parfait. Je me ferai un plaisir d'y répondre et d'envoyer des informations. Ouais. D'accord. Sinon, je vois encore une question. Vous encouragez les hubs sous-régionaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux favoriser des hubs plus spécialisés au niveau du secteur et plus étendus au niveau géographique?
Alors si, mais là c'est idéalement on se dit mais ça serait top d'avoir un seul hub au niveau wallon dans un domaine. Hein, je reprends l'exemple de la biotech. On se dira mais ça serait super d'avoir un seul hub. En fait, la réalité, elle n'est pas celle-là. C'est que la dynamique de ces hubs sous-régionaux, elle est portée par des acteurs. Si on regarde sur Charleroi, c'est piloté entre autres par l'ULB. Sur Liège, c'est par l'ULG. On retrouve les Invest, chaque d'un côté sur Liège, Sambre Invest de l'autre. Et donc, il y a une réalité de terrain qui fait que les dynamiques sont portées par des acteurs sous-régionaux aujourd'hui. Et lutter contre ça, en fait, c'est pas la bonne approche. Par contre, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on interconnecte ces hubs entre eux et que pour un certain nombre d'aspects, dont le volet international par exemple, alors on approche du côté régional. Mais l'idée de se dire qu'il va y avoir un pilotage régional des hubs sous-régionaux, ça on a essayé pendant 10 ans en biotech et en fait la conclusion est que ça ne marche pas. Et à la rigueur, c'est même contre-productif parce que ça casse les dynamiques sous-régionales. Et comme dans tout projet, c'est des questions d'hommes et de femmes qui se connaissent, qui se font confiance, qui veulent avancer ensemble, qui vont prendre des risques. Et ça, c'est vrai pour les réseaux industriels, c'est vrai pour les réseaux privés. Et donc, je pense que mon analyse après 10 ans dans toutes ces réflexions de développement d'écosystèmes, c'est qu'on doit plutôt s'assurer qu'on a des hubs régionaux forts avec les bons acteurs clés, et puis les interconnecter entre eux à l'échelle régionale, nationale et internationale. D'accord. Et je vois une question de Luc qui demande à l'ancien directeur de BioWin, hein, quel bilan faites-vous en général des pôles de compétitivité et est-ce que ça a vraiment contribué au redéveloppement de l'industrie en Wallonie? Oui, alors bon, plusieurs points. Donc, tous les pôles n'ont pas forcément le même bilan. Donc ça, je pense que c'est premièrement une analyse qui devrait être faite, c'est quel est le bilan un peu des différents pôles. Les pôles ont joué un rôle majeur dans l'établissement des réseaux entre les universités, les PME et les grosses entreprises. C'était il y a une dizaine d'années, enfin maintenant plus que ça, hein, c'était en 2006, le lancement des pôles de compétitivité, si je ne m'abuse. En fait, les réseaux entre les grosses entreprises, les PME et les universités étaient très peu développés. Et les pôles ont vraiment permis de créer ces communautés, de faire émerger des projets. Et donc, ils ont joué un rôle très important par rapport à ça. Et ça, enfin de nouveau, là, les secteurs que je connais bien, donc qui sont BioWin pour mon ancien job, Mecatech et Skywin maintenant, on voit les résultats de cette mise en réseau à travers des nouveaux produits qui ont été sortis, des nouveaux partenariats qui se sont mis en place, un renforcement des acteurs même internationaux. Quand je discute avec les patrons de gros groupes internationaux, ils me disent mais nous, une des forces qu'on a en Wallonie, c'est qu'on a un certain nombre d'outils de financement qui nous font travailler avec les acteurs régionaux. Et en plus, ces acteurs régionaux sont bons. Donc, ça renforce notre compétitivité. Donc, je pense que les pôles ont joué un rôle très important par rapport à ça. Alors, la question, c'est finalement, cette partie-là du travail, maintenant, elle est faite. Les écosystèmes, ils sont là en place. Les gens ont pris l'habitude de travailler entre eux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau rôle à donner aux pôles, hein? Et ça, je pense qu'il peut y avoir une analyse qui est faite par rapport à ça. Il y a d'autres questions comme le digital. En fait, le digital, il est dans tous les pôles, mais il n'y a aucun endroit où on a une réflexion sur une stratégie de développement du digital en termes de recherche, puisque ce n'est la responsabilité d'aucun des pôles et c'est transversal. Donc là, je pense qu'il y a des réflexions à avoir aussi. Mais donc, je dirais que les pôles, le bilan, pour moi, positif. Nécessité de revoir un peu quel est le rôle qui est encore nécessaire dans l'écosystème aujourd'hui. En fait, je pense que c'est ça l'analyse qu'on doit faire. C'est pas de regarder les pôles séparément, c'est de regarder quel est l'écosystème d'innovation, quels sont les acteurs qui sont présents dedans et comment est-ce qu'on doit réorganiser le rôle des uns et des autres pour être le plus performant. Donc en fait, il ne faut pas, selon moi, les analyser de manière isolée. Ok, parfait. Je crois qu'on peut conclure ici. Je reprends la main. Je rappelle, mais déjà pas mal d'entre vous l'ont fait, vous pouvez demander votre attestation dans la zone QR. Il me reste à vous annoncer le prochain séminaire où on parlera de nouveau, pour la première fois plutôt, des marchés financiers et c'est en partie à votre suggestion. Je vous encourage encore à donner des idées de thèmes à la fin de ce webinaire-là, dans la petite enquête qui vous sera proposée. Et nous aurons Michael Petitjean, qui est professeur à la Louvain School of Management à l'IESEC à Lille, sur le thème « Les marchés financiers sont-ils déconnectés de la réalité économique ?» Grand sujet. J'espère vous y voir. Ce sera exactement dans 14 jours. Voilà, un grand merci. Il y a un replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Vous avez le code QR ici.
Les slides, je n'ai pas encore eu le temps de placer le code QR, mais vous pouvez, par un simple email à relationséconomiques-wallonie@nbb.be, vous pouvez les obtenir ou vous m'envoyez directement la demande. Un tout grand merci à tous. Et merci pour l'invitation. Bon après-midi. Merci. Au revoir à tous et à toutes. Voilà, je ne sais pas si les autres sont déconnectés. Vous m'entendez toujours? Oui, je vous entends, voilà. Comme tous ceux qui sont encore dans la salle. Ah, voilà, oui. J'ai trouvé ça absolument remarquable. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais un peu votre feedback. C'est toujours difficile comme exercice, hein, donc. Mais c'est bien, n'hésitez pas à m'envoyer toutes les questions qui ont été, été posées. Hein, donc, des questions et surtout des demandes